Bonjour à tous. À peine cette vidéo commence que je vois déjà dans vos yeux briller cette lueur, cet éclat qui fait de vous des êtres de lumière tels des supernovas qui vrombissent et qui explosent silencieusement dans l'univers jusqu'à ce que cette lumière étincelante aille se perdre dans les méandres noirs et super denses d'un massif trou noir primordial dont tente de s'extraire la question « Mais c'est quoi la cognition ?» Vous êtes sérieux là? Vous cliquez sur la vidéo et vous savez même pas de quoi ça va parler? Allez, je suppose que ça fait de vous des gens curieux. Pour cette fois-ci, je passe l'éponge. Ok, donc on va commencer par définir ce qu'est la cognition. Comme ça vous laissera tout le loisir après de râler, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne rentrent pas exactement à l'intérieur, mais j'avais des trucs, je ne savais pas où les mettre, et il fallait bien que je les fasse rentrer quelque part. Donc ils sont là, de toute façon, ils ont leur papier, vous pouvez rien faire, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, vous n'êtes pas ma mère. Donc la cognition, c'est le terme scientifique qui réunit tous les processus mentaux qui se rapportent à la connaissance, et qui donc regroupe tout ce qui va traiter de la mémoire, du langage, du raisonnement, de l'apprentissage, de l'intelligence, de la prise de décision, de la résolution de problèmes, de la perception et de l'attention. Ouais, en réalité, je viens de vous réciter la première ligne de la page Wikipédia sur le sujet. Donc on va bien parler de tout ça, sauf du langage, parce que si vous êtes des spectateurs assidus, vous savez qu'il y aura une vidéo qui sera consacrée uniquement au langage. Alright, avant de reprendre là où on s'était arrêté dans la dernière vidéo sur la latéralisation et la vision, je voudrais juste revenir sur un détail. 3 fois rien. Pendant longtemps, la primatologie a été considérée comme étant le pinacle de l'étude du comportement animal. C'est-à-dire tous ceux qui étudiaient le reste, genre la volaille, la poiscaille, tout ça, c'était le bureau à côté des toilettes. Donc en gros, les primatologues, ils avaient les bureaux en chaîne, et les autres, ils avaient les bureaux en contreplaqué Ikea. L'une des raisons principales à ça, c'était l'absence de néocortex chez ces animaux-là. Et comme on attribue au néocortex toute la gestion des capacités cognitives dites supérieures, eh bien ces animaux étant dépourvus de néocortex, t'as pas de néocortex, tu rentres pas. Donc bien évidemment, idiots ceux qui étaient quand même en train de chercher des trucs sur les oiseaux, puisqu'il était évident qu'on n'y trouverait rien. Donc au niveau du fail, c'est un peu équivalent à Loki qui dit à Hulk « Je suis un dieu et j'ai pas peur d'un géant vert qui aura jamais les petits pois pour me défier ». I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Puis bon, les gens étant des gens, ils ont quand même cherché. Et puis ils ont trouvé. Et puis alors ils ont trouvé méchant. Donc en 2005, il y a eu un grand consortium qui a eu lieu, histoire de remettre un peu à plat tout ce qu'on connaissait sur la carte mentale des oiseaux et sur la terminologie qui était employée, qui n'était pas hyper adaptée. Parce qu'en fait, le cerveau des oiseaux est profondément différent du nôtre. Alors, il n'était pas aussi différent que celui des pieuvres, qui est une espèce de donut autour de la gorge, qui fait que quand vous êtes une pieuvre, il n'y a pas intérêt d'avaler une arête de travers. Mais leur cerveau est quand même profondément différent du nôtre. Et puis 10 ans plus tard, coup de tonnerre. Une étude qui vient comparer la densité neuronale entre les oiseaux chanteurs et les perroquets et les mammifères. Alors comment je vais amener ça sans vous vexer? Voilà un passage de la conclusion. L'architecture du cerveau des oiseaux montre un rassemblement et une interconnexion des neurones plus efficaces que ceux de l'architecture du néocortex des mammifères. Donc en fait, le cerveau des oiseaux, c'est le cerveau 2.0 par rapport au nôtre. Donc à taille et poids égal, votre cerveau, c'est ça. Le cerveau des oiseaux, c'est ça. Je vous laisse digérer un peu le truc là. En revanche, les poules, elles, qui viennent d'une lignée plus ancienne, ne sont pas concernées par cette étude. Leur densité neuronale est à peu près équivalente à celle des primates. La honte, quoi. Bon, maintenant qu'on a mis tout ça au clair, on va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire sur la latéralisation. Comme ça, vous allez voir, je vous ai fait une super transition. Micro-cours d'anatomie accélérée. Nous possédons 2 hémisphères cérébraux, qui ont chacun des spécialisations, même si c'est un peu plus complexe que ça, comme le montrent d'ailleurs les travaux de Stanislas Dehaene. Et au niveau des yeux, nos yeux sont divisés en 2 hémirétines, c'est-à-dire 2 moitiés de rétine. Donc, tout ce qui est champ de vision droit, c'est-à-dire le champ de vision droit de mon œil droit et le champ de vision droit de mon œil gauche, vont aller à mon hémisphère gauche. Tout ce qui est champ de vision gauche des 2 yeux va à l'hémisphère droit. Donc on est en croisée. Entre les 2 hémisphères se trouve le corps calleux, dont le job, globalement, c'est de favoriser au maximum la transmission de l'information entre les 2 hémisphères. Du coup, si on sectionne ce corps calleux chez un patient humain, eh bien les informations du champ visuel de droite et les informations du champ visuel de gauche ne sont plus mises en commun. Dans les cas très graves d'épilepsie, il arrive qu'on doive procéder à cette section du corps calleux, ce qu'on appelle des patients split brain. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie vers les travaux de Roger Sperry et Michael Gazzaniga. Donc on se rend compte qu'on se retrouve avec des patients où si vous les mettez devant un écran et où vous projetez dans leur champ de vision droit l'image d'un tournevis et dans leur champ de vision gauche
l'image d'une clé, eh bien si vous leur demandez ce qu'il a vu, il va vous répondre « j'ai vu un tournevis ». Pourquoi? Parce que le champ de vision droit est lié à l'hémisphère gauche, et l'hémisphère gauche est le seul hémisphère qui a accès à la parole. En revanche, si vous lui demandez de dessiner ce qu'il a vu, eh bien à ce moment-là, dessiner avec la main gauche, eh bien à ce moment-là, il va dessiner une clé. Parce que c'est l'hémisphère droit qui contrôle la main gauche, et l'hémisphère droit, lui, il a vu une clé. C'est massive mindfuck. Pour nos poules, il n'y a pas de corps calleux. On l'a dit, le cerveau est très différent, c'est un autre chemin qui permet la transmission entre les deux hémisphères. Mais surtout, contrairement à chez nous, chaque œil envoie presque exclusivement dans un seul hémisphère. Par conséquent, on se retrouve avec des informations qui peuvent être très fortement confinées dans un seul hémisphère et que la transmission entre les deux soit assez longue. Donc ça produit des spécialisations cérébrales extrêmement marquées. Cette asymétrie est plus prononcée chez les mâles que chez les femelles et elle s'atténue avec le temps, mais on en voit encore vraiment les effets à l'âge adulte. En fait, c'est quelque chose d'assez classique chez les oiseaux qui ont les yeux sur les côtés et qui sont largement indépendants. On se rend compte qu'il y a des spécialisations, un œil va plutôt être utilisé pour certaines tâches et l'autre œil pour d'autres tâches. D'ailleurs, parfois, seul un hémisphère peut gérer une information. Ou des fois, les deux hémisphères gèrent l'information, mais pas de la même manière. Je fais du vide dans vos yeux, là. Bon, je vous raconte une petite expérience, vite fait. Au départ, Valortigara et Tomassi ont fait beaucoup d'expériences pour savoir comment les poussins étaient capables de se repérer dans l'espace. Donc pour faire ça, ils prennent une boîte carrée avec de la sueur dedans, ils cachent de la nourriture au centre de la boîte et ils regardent comment les poussins font pour trouver la nourriture, essai après essai. Donc dans l'étude qui nous intéresse, les poussins commencent sans aucun indice. Donc la seule chose qu'ils peuvent utiliser, c'est la distance relative des murs par rapport au centre. Et on se rend compte que les poussins y arrivent parfaitement bien. Qu'ils puissent voir avec les deux yeux, mais également si on leur masque un œil ou l'autre. Pourquoi essayer de masquer un œil? Simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque œil envoie presque exclusivement à un hémisphère. Donc ça veut dire que quand vous masquez un œil chez un poussin, c'est un petit peu comme si vous le coupiez le cerveau en deux, comme si on sectionnait le corps calleux chez un patient split brain. Ça veut dire que pour que les deux hémisphères reçoivent l'information, il faudrait que les deux yeux puissent voir en même temps. Deuxième phase de l'expérience, les chercheurs modifient la taille de l'arène et on se rend compte que, qu'ils soient en binoculaire ou en monoculaire, il n'y a pas de différence bien marquée. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans la phase 3 de l'expérience. Dans cette phase-là, pendant l'entraînement, les chercheurs mettent un cylindre rouge au centre de l'arène à côté de la nourriture. Donc les poussins peuvent à présent l'utiliser comme un point de repère. Mais au moment du test, le cylindre rouge est déplacé dans un angle de l'arène. Eh bien, on s'aperçoit que les poussins binoculaires arrivent toujours à trouver la nourriture au centre, mais ils se dispersent un peu plus, sont un peu plus perturbés. Les poussins qui n'ont accès qu'à leur œil gauche, et donc à leur hémisphère droit, eux, réussissent cette fois-ci beaucoup mieux que les binoculaires à trouver la nourriture au centre. Manifestement, le déplacement du point de repère n'a pas d'influence. Les poussins qui ne voient qu'avec l'œil droit, et qui, donc c'est l'hémisphère gauche qui a accès, eh bien eux ne cherchent que dans les alentours du point de repère. Cette étude montre que les deux hémisphères peuvent gérer le repérage spatial, mais qu'ils ont chacun leur spécialité. Donc là où l'œil gauche et l'hémisphère droit sont spécialisés dans les informations globales, c'est-à-dire les distances relatives des murs par rapport au centre, l'œil droit et l'hémisphère gauche, eux, sont plutôt focalisés sur les informations locales, c'est-à-dire l'utilisation des points de repère. Et donc quand ils voient avec les deux yeux, eh bien cette information s'agrège en un tout cohérent. Donc comme on vient de le dire, en binoculaire, le cerveau prend un peu toutes ces informations et leur fournit quelque chose d'efficace et d'utilisable tel quel, comme chez nous, mais là où nous, en monoculaire, on garderait cette cohérence, eh bien les poussins, eux, agissent quasiment comme deux animaux différents. Donc après, il est probable que leur cerveau reconstruise tout pour maintenir une espèce d'unité mentale. Donc ça ne réagirait pas exactement comme deux animaux différents. C'est un peu ce qu'on trouve chez les patients split brain. Si on reprend le cas de notre expérience de tout à l'heure, si vous demandez au patient pourquoi est-ce qu'il vient de dessiner une clé avec sa main gauche, eh bien il va vous trouver une réponse super logique et dont il est certain. Un truc genre, la dernière fois que j'ai voulu utiliser un tournevis, j'en ai pas trouvé, donc j'ai utilisé une clé pour visser. La réalité, c'est que c'est l'hémisphère droit qui a dessiné avec la main gauche et que l'hémisphère gauche n'a pas la moindre idée de pourquoi sa main gauche a dessiné une clé. Mais il reconstruit toute une unité mentale de manière à ce que le patient ne devienne pas fou. Et oui, notre cerveau nous ment en permanence. Freaky, hein? En 91, Valortigara, alors oui, encore Valortigara, parce que notre bon Giorgio, là, ça va être un peu le socle de tout ce qu'on va expliquer, s'est rendu compte que si on masquait l'œil gauche des poussins, et donc ils avaient accès qu'à l'œil droit, eh bien ils n'étaient plus capables de reconnaître leurs congénères. Mais d'autres études plus récentes ont montré en revanche qu'ils étaient capables, après entraînement, de parvenir à nouveau à reconnaître leurs congénères. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une certaine plasticité des hémisphères cérébraux qui leur permet de s'adapter en cas de handicap.
Donc au passage, on sait aussi qu'ils sont extrêmement bons pour reconnaître les visages. Alors les visages de leurs congénères bien sûr, mais également les visages humains. Il y a des expériences qui ont montré qu'ils étaient capables de discrimination très fine entre deux visages humains, par exemple si c'est le genre qui change, ou si jamais c'est la couleur de peau ou l'âge qui change, ou même si on déplace un peu certaines caractéristiques, genre un œil un peu décalé, etc. Eh bien à chaque fois, ils sont capables de reconnaître ce visage. On sait aussi que comme les enfants humains, ils ont une tendance naturelle à aller chercher les visages, et qu'ils sont même capables de comprendre la forme des yeux, et de suivre un regard, et d'utiliser cette information-là à leur avantage. Et à partir de la naissance, il leur suffit d'une douzaine d'heures pour identifier correctement tous leurs congénères et préférer la proximité d'individus familiers aux étrangers. En fait, comme ce sont des animaux précoces déjà et extrêmement sociaux, c'est pas si surprenant que ça qu'ils soient vraiment très compétents dans ce genre de domaine. Cette spécialisation de l'hémisphère droit pour tout ce qui traite de la cognition sociale est l'une des spécialisations les plus conservées dans le règne animal. Ça va du poisson au mouton en passant par l'humain, on la retrouve un peu partout. Par exemple, on sait que les mères humaines ont tendance à porter plutôt leurs enfants du côté gauche, ce qui permet de transmettre plus facilement l'information sociale. Et une étude qui est sortie le 10 janvier 2018 là, a montré qu'on retrouvait aussi ce biais-là chez les mères des ce qu'on appelle les flying fox, les grandes roussettes d'Inde, et chez les morses. Ah, et on sait aussi que les poussins sont en général droitiers. Mais si vous leur masquez l'œil gauche, ils deviennent gauchers. C'est n'importe quoi. Donc comme on le disait dans la vidéo précédente, plus les poussins ont reçu de lumière à l'état d'embryon, et meilleure sera leur latéralisation. Ce qui aura un impact assez important ensuite à l'âge adulte. Par exemple, les poussins qui sont fortement latéralisés ont une plus grande aisance à reconnaître les autres, ce qui fait que les hiérarchies sont beaucoup plus stables. Donc comme on le verra dans la vidéo sur les sociétés, la localisation du nid est très dépendante du statut social de la mère. C'est elle qui va décider en gros du taux de lumière que vont recevoir les embryons et donc de l'efficacité ou non de la latéralisation, même si cette dernière ne dépend pas que de la lumière. Il y a aussi le nombre d'hormones que la femelle va déposer sur les œufs et les interactions sociales que les poussins auront immédiatement après la naissance. Donc finalement, tous les individus sont latéralisés, mais à des degrés différents, ce qui explique pourquoi est-ce qu'ils vont avoir des capacités très différentes de l'un à l'autre. Juste si on s'arrête une seconde pour ce que ça veut dire au niveau de la perception subjective de l'individu. Si vous masquez un œil à un poussin, il ne résonne plus de la même manière. C'est quelque chose qui est inconcevable pour nous. Et ça, c'est important à le comprendre. On est face à des altérités qui sont très différentes de nous. C'est pas juste en agrégeant plein d'informations, genre leur perception sensorielle, 2-3 anecdotes des études, oh bah là, telle étude, ils remplissent ça. Pour pouvoir comprendre le monde dans lequel ils vivent, il faudrait vivre dans leur corps avec tout leur système nerveux, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais faire. C'est exactement comme si on avait des extraterrestres à portée de main, mais sauf que c'est des extraterrestres avec lesquels on partage un passé évolutif, et donc on peut jeter des ponts entre nos espèces, on peut réussir à communiquer, même imparfaitement, mais c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train d'en apprendre de plus en plus et de créer des liens, et rien que ça, c'est hyper impressionnant en fait, c'est juste complètement fascinant, et je trouve que ça remet aussi en question notre perception subjective du monde, parce qu'on a l'impression que la façon dont on perçoit le monde est quelque chose d'objectif. Mais non, finalement, cette perception, c'est la façon dont tout notre organisme nous la crée, et les autres animaux vivent en fait dans un monde qui est complètement différent. C'est complètement dingue à imaginer. Bon, revenons à nos oiseaux. Même si, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques différences entre les mâles et les femelles, pour l'instant, on sait ça. L'œil gauche et l'hémisphère droit, eux, s'occupent d'eux. La représentation spatiale, l'apprentissage et la mémorisation d'informations globales, la détection rapide des prédateurs, la reconnaissance des visages et l'identification des individus, et la cognition sociale. Donc typiquement, si un coq essaie d'identifier si vous êtes un ami ou un ennemi, il vous regardera préférentiellement avec l'œil gauche. L'œil droit et l'hémisphère gauche, eux, sont en charge de l'apprentissage des détails, l'orientation dans l'espace local, les points de repère dont on parlait tout à l'heure, la discrimination précise des éléments et la création des signaux intentionnels, c'est-à-dire le langage. Pour comprendre ce qui va suivre, et la raison pour laquelle toutes ces études sont faites sur des jeunes poussins, c'est justement que les poussins naissent précoces. Ils ont besoin d'être autonomes extrêmement vite, donc quasiment dès la naissance, ils ont déjà des aptitudes qui mettent minables les jeunes humains. Mais genre, minables. On va commencer par la permanence des objets. Donc la permanence des objets, c'est quand un sujet est capable de comprendre que les objets existent à l'extérieur de lui et qu'ils continuent d'exister même si lui ne les voit pas. Et on fait un cache-cache. Ouais, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Qu'est-ce
que je suis en train de faire. Bon, bah je vais aller manger. Des travaux de 95, menés par Régolin, Zanforlin et notre Giorgio, ont montré que si on habitue un poussin à rejoindre une petite capsule rouge, en général ce sont des capsules Kinder, eh bien si on la met dans une pièce qu'il voit, mais où il ne peut pas directement rejoindre cette capsule, eh bien il est capable de se retourner, de faire demi-tour, de passer par un couloir, donc de perdre la capsule des yeux, pour faire un détour et retourner chercher cette petite capsule. Ce qui prouve qu'il a conscience qu'elle continue à exister, même s'il ne la voit pas. Bon, c'est bien, mais ça ne nous scotche pas non plus, je l'admets. En 2005, l'équipe italienne qui réunit Régolin, Rugani, Pagni et Valortigara a montré que si jamais on habitue les poussins donc à nouveau à aller chercher une capsule, cette fois-ci derrière un écran opaque, donc ils ont deux écrans en face d'eux et on la cache derrière l'un des écrans, eh bien ils s'en souviennent pendant au moins 3 minutes, même sans voir les écrans, on se rend compte qu'ils sont capables ensuite, si on les remet dans l'arène, d'aller derrière le bon écran pour chercher leur capsule. Donc ça veut dire qu'ils voient un truc une fois, et 3 minutes plus tard, ils se souviennent toujours à quel endroit ça a été caché. C'est pas mal mieux déjà. C'est pas mal mieux à tel point que les chercheurs et les chercheuses concluent à la fin de cette étude que la mémoire de travail des poussins est équivalente, voire supérieure, à celle des mammifères, primates y compris. Bim! Donc ça commence à poser un peu le respect. Mais juste un peu. On continue. Dans une autre étude, Chiandetti et Valortigara ont montré que si jamais on habitue les poussins à rejoindre un objet avec une forme particulière, par exemple un tube très long, et qu'ensuite on fait semblant de le dissimuler derrière deux écrans, mais à ce moment-là, on leur masque le champ de vision, on enlève les deux écrans et on en met deux nouveaux, dont un seul physiquement peut cacher cet objet. Donc on en a un qui est long et haut et un autre qui est petit et large. Donc seul le long et haut peut cacher l'objet que les poussins veulent chercher. Et bien au moment où on enlève la paroi, et bien à ce moment-là les poussins ne vont chercher que derrière celui qui pourrait physiquement cacher l'objet, alors qu'en fait il n'y a aucun objet caché, ils n'ont rien mis nulle part. Mais le poussin a une base de règles logiques à ce moment-là et comprend qu'un seul des deux écrans peut cacher l'objet qu'il cherche. Et notre Giorgio et Lucia Régolin ont montré que les poussins étaient même capables de reconnaître des objets qui étaient partiellement masqués, ce dont les enfants nouveau-nés sont totalement incapables. D'ailleurs, en conclusion de cette étude, ils disent que les capacités visuelles des poussins sont équivalentes, voire dans certains cas supérieures, à celles des primates. Oui, moi aussi j'en ai marre du piédestal des primates. Le niveau commence à monter pas mal là, mais je sens que vous en voulez plus. Oui, mais c'est déjà beaucoup trop long. Donc j'ai divisé cette partie cognition en 3 vidéos, et dans la prochaine, on verra pourquoi un bébé poussin est sacrément plus balèze qu'un bébé Einstein.